Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'émission 100% Racing Club de Lens. Vous le savez, ici c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devrait être dit sera dit. Voilà, c'est bien. Regardez, ils sont là. Franck Quedru, Rémi Buisine, Eric Sicora et Sylvain Charlet de France Bleu Nord. Salut les copains. Salut les copains. Salut les copains. Alors attention, au menu, nouveau rendez-vous, l'actu Lens Foot, ça sera en toute fin d'émission. Chaque semaine, on s'arrêtera sur l'actu foot du moment. Et pour cette première, on va ouvrir un dossier brûlant. Le foot français est-il au bord du gouffre avec le scandale Mediapro, les droits télé et tout le team? On va tâcher d'y répondre avec un invité exceptionnel, Pierre Rondeau, qui est un des grands économistes du sport en France. Il officie généralement sur l'équipe TV, BFM TV. Il sera avec nous. Plus cette émission, ça devient complément d'enquête. Hein. Il nous paye pas. Il prend des intervenants, c'est un malin. Il est trop fort, Cyril, jamais. Sans déconner. Il y aura des bénévoles. Il y aura le débrief de l'OM Lens, bien évidemment. Demandez le programme. Ça sera sur Nice, le prochain adversaire de Lens. Et puis le jeu des pronos. Attention, avec une personne, un consultant qui a réussi à trouver le bon pronostic et une autre, la tendance. Quel est ce consultant, vous le saurez. En fin d'émission, Lens Foot épisode 16. C'est donc parti avec le café crème et le tacle par derrière. Jingle. Le café crème et le tacle par derrière. Allez, on commence comme d'habitude avec le sondage des tweetos, des supporters. On y va. Qui est le café crème de ce match Marseille-Lens avec cette belle victoire 1-0? Eh bien, c'est l'homme de ce match, c'est Seko Fofana, élu par 85% des voix, 6% pour Tchèque Doucouré, 6% pour Jonathan Grady. Un petit coup d'œil vers le classement, café crème, et donc notre Seko Fofana qui prend le wagon de tête des deux cafés, au même titre que Kakuta, Sotoka, Loïc Badé, Kalimwendo, et puis ensuite un café crème pour Michelin et Bourra. On va s'arrêter tout d'abord donc sur le café crème des supporters avant de connaître le vôtre. Seko Fofana, message de Tonton Gervais, masterclass de Fofana qui était dans tous les bons coups. Il a vraiment été la pièce maîtresse dans ce milieu de terrain précieux, dans les remontées de balles, juste dans les passes. Il a empêché les Marseillais de jouer. C'est le genre de prestation qui justifie son transfert. Et puis ALPP, c'est simple, Seko Fofana avec plus de justesse technique dans les 30 derniers mètres. C'est l'un des meilleurs milieux de ce championnat sans aucun souci. Exceptionnel du début à la fin. J'en viens à me dire que le prendre pour 10 millions, c'est même un hold-up. Messieurs, la prestation de Seko Fofana, qui veut ouvrir le bal? Vous battez pas. Allez, Franck. Moi, c'est mon café crème, de toute façon. Donc, à la rigueur, il n'y a pas de problème. Non, moi, j'ai trouvé qu'il était énorme. Je pense physiquement, il était partout. À la récup. Il apportait toujours le soutien, il remontait la balle et il se projetait. Donc, franchement, il a été très juste. Il a bloqué. À la retombée de tous les dégagements marseillais, il était. J'ai trouvé juste énorme le volume de jeu. Après, franchement, j'ai hésité aussi avec Flo Sotoka, qui n'est pas noté dans. Il y a Tchèque Doucouré et Grady, c'est vrai. Mais après, c'était difficile de retirer un. Tu aurais pu en mettre 2, 3 aujourd'hui sur le match-là des Café Crème. Mais c'est vrai que là, sur ce match-là, j'ai préféré Seko Fofana pour le volume et sa justesse sur le match. Quelques stats sur Seko Fofana sur ce match face à Marseille. 87 ballons touchés, 92% de précision de passe, 6 duels gagnés et 3 interceptions. Eric, c'est encore du très haut niveau de la part de Fofana. Moi, c'est surtout en deuxième mi-temps. La première mi-temps, moi, j'ai trouvé, à l'image de l'équipe, il y avait beaucoup de déchets techniques, je trouve. Et par contre, en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'il a rayonné. On l'a vu comme toute l'équipe, d'ailleurs. Après, le seul bémol par rapport à Seko Fofana, c'est vrai que c'est un box-to-box. Il récupère des ballons, il se projette, il offre des solutions, il fait mal à l'adversaire. Après, comme l'a dit le supporter, c'est un peu le déchet technique. Derrière, là, il a 2 frappes. Il a une frappe, il met à côté. Il a eu des remises ou des passes où ça a été des ballons perdus. Et après, c'est mon avis, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a vu cette force qui se dégage de lui sur le plan athlétique, sur le plan physique. Et c'est vrai qu'à un moment,
tout le monde disait ouais, Fofana, 10 millions, c'est une imposture. Et aujourd'hui, là, on dit 10 millions, ouais, c'est pratiquement donné. Donc, c'est le football. Donc voilà. Mais moi, un peu, voilà, à l'image de l'équipe, en fin de compte, une première mi-temps compliquée, une deuxième mi-temps largement au-dessus. Sylvain Charlet, France Bleu Nord. C'est exactement ça. On en revient toujours à cette leçon. C'est Eric qui l'a évoqué à l'instant. C'est les raisonnements de l'instant ne sont pas bons. Alors là, il ne faut pas l'emmener tout au sommet. En effet, c'est bien, mais il y a encore des choses à améliorer. Mais les gens qui le critiquaient en début de saison, voilà, étaient impatients. Et là, encore une fois, voilà, soyez prudents, soyez patients. C'est vrai que c'était intéressant, mais c'est vrai qu'il y a eu du déchet. Mais c'est vrai qu'il répond en partie déjà à 80% aux attentes. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de donner beaucoup physiquement, de défendre, d'attaquer. Mais voilà, il y a encore des petites choses à régler. Il lui manque encore un peu de justesse. Parfois, je le trouve un peu foufou, en fait. Ouais, mais dans le dit, vous dites qu'il a des déchets du déchet, c'est parce qu'il y a une grosse prise de risque. C'est sur des frappes, c'est sur des Bon, pas toujours, hein, des passes un peu plus compliquées. Ah, sur des passes un peu plus compliquées. Oui, je vois en première mi-temps, je vois ce que tu parles. Pied gauche, remise, avait un direct en touche. oh, mais c'est non, mais après. Oui, il y a des petits trucs, mais comme tu as dit, c'était la première mi-temps. Franchement, je croyais qu'à la mi-temps, moi, j'allais aller me coucher. Bah, non, mais attention, après, je suis critique parce que. C'était vraiment. Après, je suis critique parce que je sais que c'est quelqu'un qui va apporter énormément. Et forcément, aujourd'hui, on le met tout en haut, mais il y a encore des choses à travailler, notamment dans le dernier geste, peut-être, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu vois la deuxième mi-temps qu'il fait, il est énorme. Je ne vais pas dire qu'il a été mauvais, il est énorme, comme tu l'as dit, comme Flo Sotoka, où lui, il n'a pas eu beaucoup de ballons négociés offensivement, mais alors défensivement. Il a mis le bleu. Quel joueur, ouais, sincèrement, il revient tacler, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Rémi Buzine, est-ce que tu as l'impression que Seko Fofana, il monte en puissance de semaine en semaine, à chaque fois qu'on le voit? Il monte en puissance. Il ne faut pas oublier que quand il est arrivé au Racing, il est arrivé sur la fin de la préparation au début du championnat, qui s'est blessé très rapidement. Et donc, du coup, il y a eu une remise à niveau qui a pris du temps. Et en même temps, en parallèle, il y avait une attente des supporters qui était énorme parce que Seko Fofana, c'est le plus gros investissement de l'histoire du Racing en termes financiers. Donc, du coup, derrière, les supporters, ils en attendent énormément. On a tous vu ce but avec Udinese où il traverse tout le terrain. Du coup, les supporters, ils sont là, ils se disent, il va être génial dès le début. Après, il faut du temps. Il faut qu'ils se mettent en route. Et on voit qu'il y a une montée en puissance. Hier, face à l'OM, c'est une grosse rencontre. Même si Marseille est moins bien en ce moment, ça reste quand même une bonne équipe en face. On voit dans ce genre de match-là des joueurs comme ça qui arrivent de par leur talent à s'élever dans ce match-là et à permettre à leur équipe de gagner. Donc Fofana, il monte en puissance et c'est vrai qu'il est en train de montrer tout doucement toute l'étendue de son talent. Après, sur la question du déchet, il y en a, mais moi, je serais plus sur l'idée de dire qu'il abat tellement de puissance, de générosité sur le terrain que, obligatoirement, comme il tente, il est généreux, du déchet, il y en a, mais c'est normal. Et on ne va pas lui en vouloir parce que justement, c'est parce qu'il s'investit énormément. Non, on lui en veut pas, c'est juste un constat, c'est tout. Ouais. Alors, pour conclure sur Seko Fofana, j'aime beaucoup le message de notre ami Opta Jean Connery, qui te salue d'ailleurs, Siko, au passage. Qu'est-ce qu'il nous a sorti comme stat, celui-là? Selon ma stat, Opta Jean Connery écrit Fofana a parcouru 117 km dans ce match. Il a récupéré 800 ballons. Il est d'ailleurs en train de pousser le bus du RC Lens jusqu'à l'aéroport avant de repartir seul en courant la Gaillette. Non, mais c'est un peu ça quand tu vois ses stats et sa façon de courir et son abattage. C'est vrai qu'il est hors norme quand tu vois. T'as pas l'impression qu'il a un coup de pompe, un moment faible en fait Ouais, c'est vrai. À chaque fois qu'il récupère le ballon, il y va quoi. Et puis ça revient vite. Il revient très vite, il se replace très vite. Donc vraiment impressionnant sur le match. Autre café, le café crème de Eric Sicora et de Sylvain Charlet. Vous avez le même, vous voulez le payer à Simon Banza. Place à Captain. Allez, Sico. Moi, c'est un café crème d'encouragement parce qu'il a joué très peu. Je crois qu'il a eu 7 matchs titulaires, il me semble. Des entrées de match. 6, pardon. Ouais, 6. Et puis dans ce match-là, qui n'était pas facile pour lui, parce qu'en première mi-temps, les ballons pour Flo Sotoka ou lui, ils sont très. Il faut les compter sur les doigts d'une main. Donc la seule occasion qu'il a, c'est un ballon qu'il récupère dans les pieds d'un défenseur. Il lui manque un peu de jambes pour aller au bout. Sa frappe du gauche, elle est contrée. Et puis en deuxième mi-temps, il est là sur un caviar d'Aïdara pour venir couper au premier poteau. Et comme on dit, premier poteau, premier servi. Et je pense que ça récompense un peu ses efforts et le fait de ne pas trop jouer, ça va lui faire du bien moralement
normalement, et ça fait un plus aussi pour le coach. Donc, en plus de Sotoka, Calumendo, Ganago, Banza, ça lui fait du bien et ça peut l'emmener vers d'autres prestations d'un niveau encore meilleur. Sylvain? Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un joueur qui lâche pas. C'est un joueur qui sait qu'il est loin dans la hiérarchie des attaquants. Enfin, il est loin. Il est derrière Ganago, il est derrière Kalimundo, il est derrière Sotoka. Et voilà, il lâche pas. Il a ce club aussi dans le cœur. Et c'est vrai que là, il en a 3 buts et il n'avait pas marqué pendant 9 mois, en fait. C'est vrai qu'il a beaucoup souffert de ça. Et c'est vrai que là, moi, il me fait penser à des joueurs comme Fortes, comme Mauricio. Même un petit peu quand même, je pense, Doucouré, parce que Doucouré, il est quand même derrière Cahuzac et Fofana dans la hiérarchie. C'est des mecs qui lâchent rien et dès qu'ils ont du temps de jeu, ils saisissent ces occasions. Et ce mec-là, comme Fortes surtout, qui est bon depuis 2 matchs, il marque des points auprès du coach. Donc voilà, il s'inscrit dans cette rotation, même s'il reste derrière Sotoka, Kalimundo et Ganago. En tout cas, bravo à Simon pour ce but qui, à mon avis, va l'encourager pour la suite. On va passer au tacle. Il y a un petit tacle. Le tacle de monsieur Franck Quedru qui veut tacler l'arbitre de ce match OM Lens, au même titre que plusieurs supporters. Hein. Pourquoi ? Par exemple, on a écouté Marc Plouvin qui fait tacle par derrière à l'arbitre. On remarque un arbitrage favorable aux Marseillais, ça siffle facilement pour eux et il en faut beaucoup pour qu'on obtienne une faute, plus un pénalty non sifflé sur Simon Banza, corner marseillais fantôme. Et puis Vander qui écrit tacle par derrière pour l'arbitre qui a été encore une fois très généreux au niveau carton contre Lens et qui te siffle un corner fantôme à la fin. Sérieusement, Gueye doit prendre le jaune bien plus tôt. Franck, tu as un coup de gueule à passer sur cet arbitre ? Bah, c'est exactement ça. Il dit c'est la dernière à Gueye, à Gueye au milieu là. Gueye, ouais. Et tout de suite derrière, il fait une faute, mais il dit rien. Simon, il refait une faute dessus et Simon prend jaune direct. Pas d'avertissement, rien. Tout de suite, il prend un jaune. Il y a Grady qui prend tout de suite un jaune. Ou non, je crois que c'est aussi. Oh là, il faut m'aider. L'Argentin. Ah, Medina. Medina, d'ailleurs, qui a fait un bon retour pour son match de retour. Ouais. Et, mais tout de suite jaune. Alors, on a pris des jaunes. Eux n'ont eu que des avertissements verbaux. Moi, Gueye, il ne devait jamais finir le match. Ouais. Mais jamais. Il aurait dû prendre rouge bien avant. Jaune, c'est bien, mais rouge. Moi, j'ai pas été choqué par l'arbitrage, en fait. Ouais. Non, mais c'est des faits de jeu. Ouais, des petits détails. En tant que joueur, parce que ça peut énerver carrément une équipe. Et franchement, chapeau à Lens qui sont restés dans le match par rapport à ça. Ouais, ils ont gardé le contrôle. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est des petites choses. Je pense que voilà, tu joues à l'extérieur, tu joues en plus contre un supposé cadre du championnat. Donc, ouais, il y a peut-être ce petit côté inconscient. Mais c'est vrai que moi, dans l'ensemble du match, j'avais pas forcément été choqué. Mais tu as raison. C'est vrai que ça peut peser quand tu es sur le terrain au bout d'un moment. Moi, je suis un peu comme Cud. Hein. Ouais. Quand j'ai vu sortir les cartons jaunes là, pour les Lensois, alors que de l'autre côté, il y avait rien, je me suis dit, il va nous faire un truc dans le match, il va nous pénaliser. Et finalement, après, ça s'est calmé un peu. Mais c'est vrai que quand c'est parti, je me suis dit, oula, ça va être compliqué ce soir. Après, la chance qu'on a eue, c'est qu'ils n'ont jamais poussé, ils n'ont jamais eu la pression, et que c'est nous qui avons eu le contrôle du match. Donc, ça m'a rassuré dans ce côté-là, parce que voilà, ce qu'il pouvait donner, c'est des corners imaginaires. Et il l'a fait quand même. Bon, le tacle a été fait en tout cas. Voilà. Ton tacle a été entendu en face pour l'arbitre. Moi, tiens, je vais faire un petit tacle par derrière. C'est très rare. C'est même la première fois. Mais non, mais là, il y a un truc qui commence un petit peu, moi, à me gonfler. J'ai envie de tacler par derrière les médias qui, ce matin, au lendemain du match, et je parle des médias nationaux, je ne parle pas des médias régionaux. C'est normal que la Provence ne parle que de la défaite de l'OM et pas de la victoire de Lens. Vice-versa pour nous. Les médias chez nous vont parler beaucoup de Lens et pas beaucoup de Marseille. Mais sans déconner, les autres médias nationaux, on ne parle que de la défaite de l'OM. Les RMC, les BFM TV et compagnie, sans déconner, j'ai écouté une émission de podcast que j'écoute régulièrement. Je suis fan de ce qu'ils font. Je vais pas dire le nom. Ah, dis-le, mais... s'en fout. Non, c'est l'after-foot. L'after-foot sur RMC. Je suis fan de ce qu'ils font. Gilbert Bribois et tout le team. J'adore ce qu'ils font. Hier, j'écoute le podcast. Tu as eu 40 minutes sur l'OM et les 5 dernières minutes sur la victoire. Tu le sais.
Je demande, je le sais, Sylvain, l'OM est vendeur. C'est une Je crise. demande pas qu'on fasse. Non, mais ça va au-delà de ça. C'est une crise Ça de va l'OM. au-delà de ça. C'est même autre chose. C'est même autre chose. C'est que aujourd'hui, enfin voilà, moi j'ai bossé pendant des années à RTL. Tu as un prisme qui t'attire vers les grands clubs, en fait. Paris Saint-Germain, Marseille. Et en fait, Lens est un petit club médiatiquement parlant. Regarde même Lille, le voisin ennemi. Lille, on en fait 10 fois moins que Paris, que Marseille, que Lyon, alors que Lille est au sommet de la Ligue 1. Et pour en revenir à Lens, aujourd'hui, si tu veux que Lens soit devant médiatiquement, mais je pense que au club, on préfère être un petit peu dans l'ombre, il va falloir qu'en gros, il soit sur le podium de la Ligue 1. Et là, peut-être qu'un jour, tu referas, je sais pas, la deuxième page, la première page de l'équipe, la une de l'équipe, et ça n'arrivera pas tant que tu ne seras pas sur le podium. Là, tu es 7e. Ah, peut-être que si tu deviens européen, là, on parlera de toi. Mais après, beaucoup de spécialistes n'ont pas vu les matchs du Racing Club de Lens, donc sont incapables de parler concrètement du jeu de Franck Hez. Il y a ça aussi. Hein. Ouais, sur l'équipe 21, hier soir, ils en ont parlé quand même. Ouais. Ouais, bien sûr. Sur le jeu, sur le coach, ils en ont parlé quand même. Moi, mais il n'y a pas que. Oui, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que l'équipe 21 dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je rejoins Cyril là-dessus. Attention. Vous dites qu'il y a personne qui parle de Lens. Si, on en parle de Lens. Mais c'est plus vendeur. C'est pas au niveau national. Mais c'est plus vendeur Marseille qui n'a pas de résultat, qui est dans la panade, que le RC Lens qui gagne à Marseille. On est d'accord. Dans l'équipe, tu vas mettre Lens à gagner à Marseille. Tu mets Marseille est pourri, ben, ils vont vendre des journaux. Ils vont vendre. C'est le buzz. Mais ça ne t'empêche pas dans ton journal. Autant, bon, il n'y a pas le journal de l'équipe qui paraît, mais c'est-à-dire qu'au lendemain du match, ils vont te faire un résumé et tu vas avoir la gueule des Marseillais battus à la une. Mais souvent, le surlendemain, on te fait un papier d'analyse un peu plus poussé. Mais tu peux en parler aux journalistes de l'équipe qui suivent le Racing. C'est compliqué de vendre des papiers sur le Racing. Parce que ça n'intéresse pas. Mais je te rejoins là-dessus, Eric. Hein. Mais c'est dommage, mais on fait mal notre travail. Lens en Ligue 1, ça intéresse, arrêtez. Oui, mais que sur l'aspect populaire, pas sur le jeu. Le jeu, Francaise, tout le monde dit c'est le nouveau Bielsa, il y a des résultats, ça joue n'importe quel match, ça joue. Mais tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. Non, pas tout le monde. Mais nous parce qu'on suit le ballon. Et quoi? Et nous, parce qu'on suit le ballon. Moi, je vois des émissions à la télé, ils parlent du jeu de Lens. Moi ma mère, elle connaît Villas-Boas, elle ne connaît pas Franck Hez, je t'annonce. Hein. Ah, mais ta mère, c'est une Marseillaise. Mais. Bon, allez. Juste. Oh, il est comme ça. Je suis né dans la boîte. Bon, je coupe les micros. C'est pas plus mal qu'on parle pas de Lens, sincèrement. On ne comprend rien de ce que vous dites. Vous parlez les uns sur les autres, les copains. C'est inaudible. Ça sert à rien. Tout simplement. Un petit message à Gilbert Bribois, à Jérôme Roten, à Daniel Riolo. On vous aime, on vous kiffe. Non. Je l'aime pas, moi. Mais moi, je les kiffe. Moi, non. C'est vrai? Moi, non. Vas-y, balance, mon Sico. Pourquoi? Non, mais ça fait que briser. Il n'y a rien de positif. Non. Arrête, sans déconner, tu vois. Il faut arrêter, sans déconner. Les anciens footeux, les anciens j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je taille les entraîneurs, je taille les joueurs. Il faut arrêter un moment, sans déconner. Là, tu m'as chauffé, là, tu vois. Non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve quand j'écoute un Roten parler, alors que on a été joueur, tu peux rater des trucs, mais tu as l'impression que lui, il a tout gagné, il n'a rien raté. C'est pareil. J'en vois un là, sur RMC, là, il est toujours en train de balancer, de critiquer Marseille, mais il n'a jamais frappé dans un ballon. Qui? Il a des tatouages sur les bras, là. Je sais pas, il a un nom bizarre. Là. Donc, je les regarde, les émissions. Et Riolo, c'est pareil. De temps en temps, il faut être un peu plus. Et Tourelle, ils ont tout raisonné. Attends, sans déconner. Les mecs. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Non, mais après, Eric, t'es pas sans savoir que quand tu fais une émission de médias, ils font un peu de sensationnel. Eux, ils sont à l'échelle nationale. Ah, mais là, c'est abusé. Il faut arrêter. Si, malheureusement. T'as que ça maintenant comme émission. T'as que des fracasseurs qui mettent Canal Plus et Pierre Ménès. Alors lui, il se fait un régal, il n'a jamais frappé dans un ballon. Tu vas sur RMC. Non, mais c'est vrai, il fait que casser les joueurs. Quand il dit que c'est des pipes ou je sais plus quoi, là, la dernière fois, même Abibay, il l'a repris sur le plateau. Mais comment tu peux dire ça des joueurs du championnat de France? Lui, quand il fait des papiers ou quand il parle, il n'y a personne qui le taille. Ou quand on le taille, tout de suite, c'est ah ouais, on s'en prend à moi par rapport à ceci, par rapport à cela. Donc toi, tu as le droit de critiquer les joueurs, mais tu n'as pas le droit de te faire critiquer. Et ça me gave.
Sincèrement, ça me gave. J'ai eu raison d'ouvrir le dossier, les gars. Non, mais, mais après, tu peux être constructif. Moi, j'écoute. Le spécialiste, c'est pas prêt en ligne. Hein. J'écoute Yoann Mikou. C'est constructif ce qu'il dit, Yoann Mikou. J'aime bien. Il y a des mecs à Bibay, c'est constructif. C'est des fouteux. Mais t'en as qui sont là pour régler leur compte. C'est pas ça. Alors, je veux bien qu'il faut du sensationnel pour faire marcher le truc, pour le buzz. Mais à un moment, non, tu dois être lucide. Et quand t'es bon, t'es bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et quand c'est difficile, faut peut-être essayer de trouver pourquoi le mec, il a pas été bon. Mais arrêtez de le fracasser. Bon, en tous les cas, Gilbert Bribois, si tu peux faire parler un petit peu plus de Lens quand on gagne et qu'on joue bien, ça serait sympa, bien évidemment. On clôt le débat, les copains, et on passe au débrief de cette belle victoire sur Marseille, parce que nous, on va en parler. Lens Foot. Le débrief. Allez, on commence avec le classement. Regardez, on est donc 7e avec 31 points. Ça, c'est beau. J'aime ce classement. En statistique, c'est pas mal. 54% de possession de balles. On a 13 frappes lensoises pour 4 cadrés. 4 petits tirs marseillais. C'est son plus faible total lors d'un match de Ligue 1 à domicile depuis 2006-2007. Et la stat est signée qui ? Optajean. Voilà. 9 corners lensois contre 3 Marseillais, 510 passes pour Lens, 439 passes pour Marseille, 71 duels gagnés contre 67 perdus. Le Racing ajoute donc, les amis, l'OM à son tableau de chasse. Le Racing aime les gros. Sylvain, comment expliquer que les Lensois sont beaucoup plus à l'aise face aux grosses écuries du championnat ? Est-ce que c'est un surplus d'envie, un surplus de motivation ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas s'il y a un lien. Parce que le Paris Saint-Germain, tu le joues alors que le club est touché par plusieurs cas de Covid. Tu joues Rennes et Monaco qui sont à ce moment-là dans une mauvaise passe. Ensuite, tu perds sur Lille et Lyon, et tu joues l'OM qui est aussi dans une mauvaise passe. Je ne pense pas qu'il y ait un élément, un dénominateur commun. Après, tout ce qu'on peut dire, c'est que voilà, dans ce genre de match, tu sais que tu as tout à gagner et rien à perdre. Donc, il y a forcément un moment où tu joues un peu plus relâché, même si sur ce match, il voulait être plus costaud défensivement. Mais je ne pense pas que pour moi, il n'y a pas un dénominateur commun, à part le fait de n'avoir rien à perdre. Franck Dru, et après Rémi Buzine. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pas d'accord, Sylvain. Vas-y, Franck, je t'écoute. Non, parce que ça, c'est des équipes, justement, qui jouent, qui vont peut-être pas s'occuper de l'adversaire. Mais comme nous, on fait pareil, des fois qui est très cohérent et qui peut gêner l'adversaire, avec un pressing haut que peut-être ces équipes n'ont pas l'habitude d'avoir, c'est peut-être pour ça qu'on les fait déjouer aussi. Alors, ça n'a pas fonctionné contre Rennes, mais si tu regardes, il y a 2 matchs où ça n'a pas fonctionné, et encore Lyon, c'est de justesse, parce que c'est des petites cagades, comme on a dit, mais sinon à Lyon, ça devait nous sourire aussi. S'il n'y a pas eu ça, je pense qu'on est pas mal contre Lyon. Il n'y a que Lille où vraiment on est passé un peu à travers, entre guillemets. Mais sinon, sur tous les gros matchs, je trouve qu'on a été très cohérent. On a gardé notre style de jeu, et c'est peut-être aussi ça. Parce que les gros jouent. Parce qu'ils ont une réputation, ils ont ce qu'ils veulent, ils se disent gros, donc ils veulent jouer. Et nous, sur les matchs-là, sur le match de Rennes, sur le match de Marseille, sur le match de Monaco, on a mieux joué qu'eux. Rémi Buzine, apparemment, il y a du monde chez lui. C'est pas chez moi, c'est à la rédaction, et je crois qu'il y en a qui ont l'air de bien s'amuser. Donc, alors, vas-y, Rémi. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a une certaine forme de cohérence déjà dans un premier temps, c'est-à-dire que quel que soit l'adversaire, on garde toujours notre style de jeu. Il y en a beaucoup face à des équipes du haut du championnat qui viendraient au Vélodrome, à Rennes, en mettant le bus derrière, en attendant que ça se passe, et puis finalement, ils craquent à une demi-heure de la fin du match, et c'est terminé. Là, finalement, Lens garde toujours une certaine forme de cohérence. Après, moi, je rejoins aussi Sylvain sur l'aspect du calendrier. Il y a toujours des équipes qui ont des hauts, qui ont des bas, et il y a des moments où c'est mieux de les prendre. Finalement, on a un exemple très récent. Strasbourg, qui fait une saison quand même relativement moyenne, on les prend au moment où c'est au meilleur moment de leur saison. Finalement, ils viennent gagner à Lens. Tu les prends 3 mois plus tôt, peut-être que c'est différent, parce que le côté psychologique, il n'était pas en leur avantage. Hier, Marseille, on arrive à Marseille, ils ont perdu contre Nîmes, et on voit qu'ils ont un début d'année 2021 où, sur le plan mental, il y a quelque chose de compliqué. Il y a l'air aussi d'avoir une crise en interne, ça n'a pas l'air évident. Donc, tu les prends aussi au bon moment. Donc, il y a les deux. Il y a à la fois la cohérence du jeu où on continue d'être décomplexé, de jouer à chaque fois le jeu du Racing Club de Lens, c'est-à-dire qui va vers l'avant, quel que soit son adversaire, on n'a pas peur et on ne se fout pas tous derrière en attendant de ne pas craquer. Et puis, d'un autre côté, des fois, il y a aussi des bons moments pour prendre un adversaire. C'est les hasards du calendrier. Ça se trouve, dans 3 mois, tu prends l'Olympique de Marseille, tu en prends 4.
On a un message là de Fabrice qui fait quelle saison pour le moment. À quand remonte le Racing Club de Lens qui bat Monaco, PSG et Marseille dans la même saison. Ne pas s'enflammer, mais que c'est bon de vivre ça. Eric, a-t-on enfin retrouvé là, le Racing du début de saison? Sur la deuxième mi-temps, oui. Ouais. Sur la première, c'était plus compliqué, mais on a vu en deuxième mi-temps, dès les premiers ballons, on a senti qu'on avait retrouvé notamment tu as regagné le milieu, tes pistons, tu les as beaucoup plus vus qu'en première mi-temps. Tes trois derrière, les trois centraux ont été très bons dans la relance aussi, même si Medina, des fois, il te fait un peu peur. Mais je veux dire, les trois, voilà, c'est parti de là proprement dans la relance. Et puis, tu as marqué logiquement. Tu aurais peut-être pu en marquer un ou deux de plus si tu étais un peu plus adroit. Mais je trouve que sur la deuxième mi-temps, tu retrouves les caractéristiques et les forces qui faisaient celles du RC Lens en début de saison. Cheikh Doucouré, on va en parler les amis parce qu'il a été également énorme au milieu, toujours précieux à la récupération et dans sa projection vers l'avant. Quelques stats sur Cheikh sur ce match, 85 ballons touchés. On a 89% de précision de passe, 7 duels gagnés et 5 interceptions. 2 messages. Jambon frites, café crème pour Doucouré en guise d'encouragement. Il a fait un très bon match, des passes réussies, une création de jeu avec Seko. Il m'a fait oublier l'absence du patron KU. Continue comme ça. Et puis au Café Lensois qui fait Doucouré Mister Class, c'est un monstre dans le jeu, sans ballon sur ce match, c'est énorme. On peut l'appeler Shérif Douk. On ne peut dissocier ces deux talentueux joueurs. Pour moi, c'est café crème pour Fofana et Doucouré. Quel abattage. Rémi, le milieu de terrain, donc Doucouré, Fofana, Impérial, doit-il être titulaire? Indiscutable. Ces deux-là, cette paire. Finalement, il y a un moment, on avait le débat dans l'autre sens. On s'était dit, Fofana, on l'attend avec impatience, ça marche pas, Cahuzac nous manque. Là, aujourd'hui, on voit que ça marche. Finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je dirais pas que c'est une paire indiscutable parce que Yannick Cahuzac, quand il est là, il est aussi complémentaire avec Fofana ou avec Doucouré. Donc, c'est plutôt une solution en plus et c'est bien de se dire que ça marche. Je dirais simplement ça. Mais après, il y a des statuts quand même. Il y a Cahuzac qui est capitaine. Voilà, pour moi, il y a Doucouré, entre guillemets, il est la victime des statuts. Et ce qui est bien, c'est qu'il prouve à chaque fois qu'il a l'occasion de jouer qu'il est bon. Mais aujourd'hui, on a Yannick Cahuzac qui est le capitaine, qui est un des boss du vestiaire, et Seko Fofana qui est arrivé avec cette étiquette de plus grosse recrue de l'histoire du club, et donc il faut la faire jouer. Donc ça veut dire que même si Doucouré est très très bon, il y a quand même deux mecs qui ont un statut qui les impose dans le 11 avant le petit chèque. Mais c'est bien, c'est jusqu'à maintenant, Francaise, il n'a pas eu trop à se poser la question parce que sur les 3 premiers mois de la saison, Fofana, il n'est pas là. Cahuzac, il est suspendu un match sur 3 ou un match sur 4. Et voilà. Non, mais... lui, il est dur, lui. Tu vas avoir des problèmes. Et puis après, tu as des matchs tous les 3 jours où il faut faire du turnover, justement. Boum. Tu as la possibilité de faire ça. Boum, boum. Tiens, un petit tour de table. Vous répondez rapide, hein. Il n'y a pas de commentaire. Tour de table sur la paire. Quelle est la paire préférée pour vous entre la paire la plus complémentaire, on va dire, entre donc Fofana Doucouré ou Fofana Cahuzac Sylvain Charlet? Allez, moi j'ai envie de voter Doucouré Fofana. Franck Quedru. Laquelle? C'est celle qu'on vient de dire. Doucouré Fofana. Oui. Très bien. Rémi Buzy. Doucouré Fofana, mais après la complémentarité avec Cahuzac elle est intéressante aussi. Stop. Désolé. Coach. Ça dépend de l'adversaire. Non. 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 C'est vrai, en plus, il a raison. Quoi? Si c'est vrai. C'est pas une émission sensée. Tu réponds à la question. Tu réponds à la question. Déjà, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, Sylvain. Le petit Doucouré, il n'a rien à prouver. Hein. Par rapport aux autres, il a fait une saison complète l'année dernière, il a été bon. Les matchs qu'il a fait en début de saison, il a été bon. Il n'est pas inférieur aux autres, donc je ne vois pas pourquoi il aura approuvé plus que les deux autres. Les deux autres ont un statut qui, entre guillemets, les impose. Oui, il devra toujours prouver. Il devra toujours prouver parce que les deux autres ont un statut, entre guillemets, d'incontournable dans le 11. Tu vois ce que je veux dire? La plus grosse recrue est le capitaine et l'un des boss du vestiaire. Donc pour lui, incontournable. Tu joues hier sans KU. Non mais bien sûr. Non mais ce que je veux dire, s'ils sont. Et puis à Monaco, je ne sais plus où à Lyon, il n'a pas joué. On a dit que KU devait jouer. Donc oui, non mais ça dépend de l'adversaire. Non mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec ces statuts, KU et Fofana, s'ils sont aptes,
Bon, en tout cas, je peux vous dire, Eric, il est Apparemment, chaud. il y a des infos. Il est chaud, Non, il est non, chaud ce soir. Non, J'adore. mais de toute façon, je l'avais déjà dit à un moment que ça dépendait de l'adversaire pour la doublette au milieu. Donc, je suis pas. Tu vois, ça va encore changer là. T'es Peut-être que si cohérent, tu as un Eric, milieu. t'inquiète. Si, regarde, en face, tu avais Sanson, Rogier, c'est des joueurs, c'est des footeux. Donc, en face, tu mets des footeux pour ressortir le ballon. Tu n'as pas des mecs qui vont venir agresser, tu vois. Enfin, tu vois, même dans le jeu, t'as pas de. Donc, ça dépend aussi de l'adversaire. C'est juste par rapport à ça. Après, sincèrement, que tu mettes KU, Fofana, KU, Doucouré, Fofana, ton mieux a toujours répondu présent. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça, le coach, tu vois. Allez, Mais c'est ça aussi l'enseignement, c'est que tu as 3 joueurs voilà, pour 2 postes et ils voilà. sont interchangeables. C'est ça le Voilà. vrai Allez, stop. enseignement. Stop, on passe à autre chose. On passe Pour à la une fois, t'as une défense. question intéressante, il coupe tout. Lui. Oh là là, on allait parler ballons. On allait enfin parler ballons. Putain. Ah, il est chaud, le Eric, ce soir. Le coach, il allait arrêter de casser du sucre sur le dos de tout le monde. Là. Il allait vraiment parler ballon, tu vois un peu. Ouais, j'ai été expulsé la semaine dernière, il faut que je reprenne un peu de. J'ai repris du poil de la bête. Là. Allez, on y va, on passe à la défense. Jonathan Grady, intraitable en défense. 3 dégagements, 4 tacles réussis, 9 duels gagnés, 89% de précision de passe. Et puis, donc, Fortes, 2 messages. Janek qui dit Fortes, quel joueur, mea culpa. J'étais le premier à le critiquer l'année dernière au vu de ses performances. Mais on commence à récupérer le Fortes lors de son arrivée à Lens. Vraiment à 2 doigts d'être titulaire indiscutable, je trouve. Et puis, c'est parti. Socrates qui écrit perso, j'ai trouvé Fortes en mode patron, jamais inquiété, toujours serein et pertinent dans la relance. Il a insufflé une maîtrise qui a inspiré Doucouré et Fofana. Une solidité défensive retrouvée, est-ce la clé de la réussite, Franck? Je pense que, comme on en parlait le match d'avant, Fortes, dans l'axe, il a une vision de jeu. Et je pense qu'il apprécie plus ce poste que d'être à gauche ou à droite. Exactement. Et Grady a été très propre par rapport à la prestation qu'il avait donnée, même si j'avais trouvé pas mal juste l'erreur du penalty. Mais là, sur ce match-là, pareil, il a été intraitable. Ils ont très bien tous défendu vers l'avant. Ils n'ont pas laissé les Marseillais se retourner. Ils les ont agressés à chaque fois qu'ils pouvaient. Et franchement, là, très solide en défense, il n'y a rien à dire. À votre avis, Eric, qu'a pu dire Franck Hez à la mi-temps pour avoir ce changement radical de manière de jouer? J'avais cru voir qu'il avait dit d'aller plus au bout de leurs actions, qu'il fallait y croire et qu'il fallait leur faire plus mal. Et ils se sont libérés. Et je pense qu'il a demandé au piston d'aller un peu plus haut. Et puis on a vu tout de suite la différence dans le jeu. Tu as retrouvé la maîtrise du ballon. Et une fois que Lens a la maîtrise du ballon, avec tes deux milieux plus Kakuta, tes pistons qui ont été bons en deuxième mi-temps, tes 3 derrière qui ont été tranquilles défensivement et qui ont eu tout le loisir de relancer. On parlait de Grady, quand il a le ballon dans les pieds, il t'élimine déjà une ligne 2-3 et il peut faire la différence et décaler. Donc je pense que ouais, c'était un peu je pense pas de frustration, mais de déception par rapport à ce qu'il était capable de mettre auparavant et par rapport aux déchets techniques qu'il y a eu en première mi-temps. Parce que c'est rare de voir autant de ballons perdus de la part des Lensois dans un match. Juste un petit truc. Moi, je pense que là aussi, la sortie de Rongier leur a fait très mal. Ouais. Je suis d'accord, c'est tout. Allez-y, vous pouvez continuer. Moi, je vais me coucher. Moi. C'est bon. Au départ, je pensais qu'il y avait quand même une volonté d'être prudent et d'être solide sur les bases parce que ça avait été compliqué les derniers matchs. Déjà à Nantes, ils avaient cherché à ne pas trop sortir, à temps en temps, rester bien en place. Et je pensais que c'était une consigne, mais a priori, ça ne l'était pas. Donc, un peu comme si les joueurs, eux, pendant les 45 premières minutes, avaient jaugé l'adversaire et s'étaient dit, bon, on ne sait pas comment ça va se passer parce que normalement, ces Marseillais qui sont revanchards vont nous rentrer dedans. Donc, on va d'abord être bien en place chez nous. Mais a priori, la consigne de ce que j'ai cru comprendre des propos de Francaise en conférence de presse hier, ce n'était pas ça. Lui, il voulait que ça joue et c'est pour ça qu'il leur rappelait à la mi-temps. Donc, je pense que les joueurs, consciemment ou inconsciemment, se sont voulus patients dans la première partie de la rencontre. 16 points d'avance sur le barragiste. Ça sent bon pour le maintien, Rémi, hein? Ça sent bon pour le maintien, mais je voulais quand même. C'est bon, c'est fait là. On a été très long. On a été très long. Il faut qu'on accélère, les copains. Donc, vas-y, Rémi, s'il te plaît, enchaîne sur l'histoire des 16 points d'avance sur le barragiste. 16 points d'avance, en réalité, c'est que tu vois que derrière, ça avance pas. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que le maintien va jouer peut-être autour de 34-35 points, ce qui est vraiment très, très bas. Hein.
On se rappelle qu'en temps normal, sur une Ligue 1 à 20 clubs, ça joue autour de 42, 43 points. En gros, quand tu prends 3 points comme ça, tu mets encore un peu d'avance. Même si là, on n'avait pris qu'1 point sur 9 en début d'année, on voit que ça avançait pas plus que ça. Donc, il n'y a pas plus de pression finalement. Le Racing fait d'un côté une bonne saison. Ok, on perd pas mal de matchs, mais en même temps, on gagne. Donc, des fois, il vaut mieux faire une série de perdre, gagner. C'est 3 points à chaque fois qu'on gagne. Donc, il y a aussi ça, cette différence. Et comptablement, tu avances aussi un petit peu plus vite. Donc, aujourd'hui, avec 31 points, si on veut un peu se projeter sur la fin de saison, ça va finir à 34-35. Donc, il manque 1 à 2 victoires. Sylvain Charlet. 2 victoires. Alors, sur les statistiques des 10 dernières saisons qui sont allées à leur terme, c'est 40 points la moyenne pour le maintien. Et sur les 3 dernières saisons complètes, le maintien s'est joué à 36, 37 et 38 points. Mais là, avec 31 points, et l'écart que tu as, pas seulement sur le 17e, mais sur le 16e, le 19e, le 14e, le 15e, on peut dire qu'aujourd'hui, Lens va se qui fait du bruit comme ça? Qui fait du bruit comme ça? Il y a le niveau de jeu aussi. J'ai pas bougé. Ouais, bien sûr. Tour de table, ensuite on passe à demander le programme. Est-ce que, selon vous, nous sommes armés pour nous installer dans le top 10? Oui ou non? Sylvain Charlet. Oui. Éric Sicorin. Oui. Rémi Buzine. Oui. Franck Quedru. Oui, et on y est déjà. Très bien, merci beaucoup. Ne loupez pas tout à l'heure votre nouveau rendez-vous, l'Actu Lens Foot. Aujourd'hui, le foot français est-il au bord du gouffre? On recevra Pierre Rondeau, un des plus grands économistes du sport. Mais juste avant, c'est demander le programme. On y va. Lens Foot. Demandez le programme. Pour la 21e journée de Ligue 1, les Lensois reçoivent donc les Aiglons Nice, match qui se déroulera samedi à 17h. Une équipe niçoise qui reste sur une défaite humiliante 3-0 à domicile face à Bordeaux et surtout une seule victoire sur les 10 derniers matchs. Eric, c'est le bon moment pour les jouer là, selon toi, les Niçois? Oui. Sincèrement, je ne sais pas. C'est une équipe qui va être chiante à jouer et je vois une victoire mais difficile. Je sais pas. C'est un adversaire, c'est le 3e match de la semaine. Eux, ils n'ont pas joué en milieu de semaine. Voilà, ça peut. Les conditions climatiques un peu compliquées là cette semaine. Mais je ne sais pas. Sincèrement, ça va être un match difficile. Depuis le temps qu'ils ont perdu Vieira, ils n'ont pas avancé non plus. Pourtant, ils ont un effectif, ils ont des joueurs, mais la mayonnaise ne prend pas. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Rémi, tu as des équipes, tu les prends un moment, ils ne sont pas bien, d'autres qui se réveillent à un certain moment. Donc, on ne peut pas prédire. Maintenant, si Lens est sur le niveau de la deuxième mi-temps, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans le football, il n'y a jamais rien d'acquis. C'est vrai qu'il y a des bons joueurs, niçois. Gouiri, Attal, Reine Adélaïde, il y a du bon. Mais sur le terrain, sur le papier, c'est une très bonne équipe. Il y a un investissement énorme. Depuis que Ineos est arrivé, ça fait partie des équipes qui ont le plus grand pouvoir d'achat sur le marché des transferts. Et en fait, on le voit, ça prend pas. Ça fait 1 an et demi maintenant. Et l'année dernière, c'était moyen. Cette année, ça l'est encore plus. Donc, est-ce qu'on les prend au bon moment? C'est difficile à dire parce qu'en fait, ils font une mauvaise saison depuis le début. Ils ont fait quelques coups d'éclat de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a des fois des matchs où on ne les attendait pas. Ils ont réussi à aller chercher 1 point ou une victoire. Ce n'était pas ce inattendu. Là, il y aura peut-être une réaction d'orgueil parce que quand tu te prends un 3-0 à domicile, il y a quand même le match d'après l'idée aussi d'avoir une réaction d'orgueil. Mais c'est clair que sur le papier, actuellement, quand on parle des dynamiques, le RC Lens est favori. Et dire que le RC Lens est favori face à la GC Nice en début de saison, qui aurait cru? Sylvain Charlet, France Bleu Nord. Après, le souci de Nice actuellement, c'est que l'équipe est privée de joueurs expérimentés. Dante est blessé, Schneiderlin est blessé. Je ne parle que de ces deux-là. On peut aussi parler de Ronny Lopez, même si Ronny Lopez tarde à retrouver son meilleur niveau. Le souci, c'est quand vous regardez l'équipe, elle est totalement inexpérimentée. Elle est trop jeune. Il manque quelques vieux briscards de la Ligue 1 pour encadrer tout ça. Le trio défensif face à Bordeaux, c'était Saliba, David Lutz et Ensoki. Donc, ça n'a même pas 21, 22 ans de moyenne d'âge. Thuram, c'est pareil, c'est tout jeune. Boudaoui, c'est tout jeune. Reine Adélaïde, c'est tout jeune. Gouiri, malgré tout, c'est tout jeune. Donc, sincèrement, je pense que Lens a largement les moyens de battre Nice, qui va vraiment mal. 3-0 à domicile, 5 matchs sans gagner. Lens est largement favori de cette rencontre. Ils ont voulu faire comme Lille et Monaco, mais en fait, ils n'ont pas pris les joueurs d'expérience avec. C'est ça qui manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un encadrement au niveau des joueurs d'expérience qui n'est pas trop présent. Donc, si on a la main mise sur le jeu, comme on a l'habitude de le faire, même quand on est même quand on perd, comme c'est le cas en début de saison, enfin, sur le début d'année 2021, sur les derniers matchs, si on a la main mise sur le jeu, ça va être
un point très important. Ils sont inexpérimentés, ils sont en manque de confiance. Si on marque le premier but assez rapidement, ça peut bien se passer pour la suite. Attention à la bête blessée. Oui, bien sûr. Franck, un petit Mettons mot, ça dans les pronostics. un petit mot sur les Niçois, Franck. Non, on vient de tout dire. Hein. Ils sont dans une mauvaise passe. Ils restent sur une défaite à domicile. Donc oui, ils sont un peu piqués dans leur orgueil. Mais malgré qu'ils soient jeunes, comme tu dis, Sylvain, je pense qu'ils vont avoir quand même une réaction. Mais je ne les vois pas venir gagner à Bollard ou même accrocher un match nul. Je pense que Lens, ils vont gagner et une large victoire. On attendait une réaction de Martial, elle n'est jamais venue. Hein. Je pense que ce sera la même avec Nice. Hein. Allez, on va passer au jeu des pronos. C'est parti avec le classement qui bouge. C'est parti, jingle. Lens Foot. Le jeu des pronostics. Alors, le jeu des pronostics, il y en a deux qui marquent des points. Eric avec la bonne tendance, donc il marque 1 point. Il avait mis 3-1 pour Lens à Marseille. Et puis alors, Franck Quedru qui a réussi le bon pronostic, les copains. Il avait pronostiqué donc 1-0. Le classement, eh bien, Franck chope le wagon de tête. Le wagon à 7 points avec Guillaume Gillet, Sylvain Charlet, Franck Quedru, donc avec 7 points. Ensuite, on a Eric Sicora qui passe à 6 points. Rémi, 5 points. Ensuite, on a Walid, 3 points. Aliadine, 2 points. Et Johan Lachor qui rentre dans le classement. Il n'a pas la bonne tendance. Il est à 0 points. Johan, qu'on retrouvera très bientôt dans Lens Foot. C'est parti. Pronostic pour Lens-Nice. Alors, j'ai Walid qui dit 2-0. De toute manière, c'est pas compliqué. 2-0 pour tout le monde. Walid, Guillaume, Yaya et Johan Lachor, c'est 2-0. Sylvain Charlet. 4-1 pour Lens. Oh le salopard, il m'a volé. Il cherchait 3 points. Il cherchait 3 points. Il veut s'échapper au classement. Eh oui. Bien joué, Sylvain. Bien joué. Eric Sicora. 2-1 Lens. Rémi Buzine. 3-1 Lens. Oh là là. Franck Quedru. Accompagne-moi, Franck. 3-0, Vas-y, alors. viens. 3-0. 3-0. Bah ouais, non, mais moi, je voyais Nice quand même marquer parce qu'ils ont de la qualité. Mais j'allais dire 4-1, tu le prends. Après, j'allais dire 3-1, mais Rémi, tu m'as pas interviewé. T'aurais dû m'interviewer avant. Normalement, c'est les... Non, je reste là-dessus. 3-0, c'est Allez, 3-0, adjugé vendu, réponse ce week-end. On passe au nouveau rendez-vous de Lens Foot, c'est l'actu Lens Foot. Nouveau rendez-vous les amis dans Lens Foot, c'est l'actu Lens Foot et je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, eh bien on a la chance d'accueillir l'un des plus grands économistes du sport. Ah bah si, monsieur Pierre Rondeau, il officie souvent Calmez-vous. sur l'équipe TV, sur BFM TV et il nous fait donc l'honneur d'être ici avec nous dans Lens Foot. Merci Pierre pour Merci à vous. l'invitation, merci à toi. Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors, le foot français, on se pose une question. Le foot français est-il au bord du gouffre avec le scandale Mediapro, les droits télé? On va tâcher d'y répondre avec toi, mais juste avant, on va rappeler les faits avec Sylvain Charlet sur cette histoire Mediapro. Oui, simplement rappeler que Mediapro avait décroché les droits pour plus d'1 milliard et nos amis de Mediapro ont décidé d'arrêter de payer. La LFP a dû négocier une rupture du contrat. On a voulu remettre les droits qui étaient donnés à Mediapro sur le marché. Ça ne plaît pas à Canal+, qui continue à diffuser. Donc voilà, on est dans une situation compliquée. Va-t-il être possible de remettre très très vite sur le tapis les droits télé? C'est l'une des questions que l'on va pouvoir poser à Pierre. Alors, Pierre, concrètement, aujourd'hui, là, on en est où de cette histoire de droits télé? Est-ce que ça a avancé un petit peu? Les dernières mais concrètement, alors depuis, je ne sais pas depuis quand, ou en tout cas depuis quelle nouvelle information, parce que c'est vrai qu'avec ce feuilleton droit télé, on a tous les jours des rebondissements. Mais pour l'instant, on l'a appris donc hier, un nouvel appel d'offres a été lancé, enfin hier, avant-hier, un nouvel appel d'offres a été lancé, qui devrait se terminer le 1er février avec réponse, enfin les candidatures au 1er février et réponse le 5 février sur les lots, les lots initialement détenus par Mediapro pour les droits Ligue 1 à 790 millions d'euros et au total Ligue 1, Ligue 2, 830 millions d'euros, ce qui fait au total plus Beansport et Free plus de 1 milliard, 1,163 millions d'euros, pardon. Donc voilà, pour l'instant, on est là. Pour l'instant, il n'y a que Canal+. Alors Canal+, c'est compliqué parce qu'ils annoncent renoncer au lot 3, estimé payé à 330 millions d'euros.
Ils annoncent avoir renoncé à ce lot, mais pour autant, les matchs de Canal sont toujours programmés et prévus. Même si Canal renonce, c'est Beansport qui détient ce lot et qu'il avait revendu en sous-licence à Canal. Beansport a annoncé qu'ils allaient respecter le contrat et respecter les versements. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 330 millions d'euros qui seront touchés par les clubs, y compris Lens, plus les 42 millions d'euros de free pour les droits digitaux. Mais tout le reste, tous les droits de Mediapro, ça fait depuis maintenant le mois d'octobre que les clubs ne touchent plus d'argent. Il y a eu le premier versement du mois d'août de 142 millions d'euros qui a été versé. Le second versement du mois d'octobre de 172 millions d'euros n'a pas été versé. Celui du mois de décembre de 152 n'a pas été versé. Et mécaniquement, celui de février et les suivants ne seront pas versés. Donc voilà, il y a des pertes assez importantes pour le foot français et c'est très inquiétant et très impactant pour leurs finances. Alors justement, tiens, quels sont Pierre, les clubs les plus impactés aujourd'hui, ceux qui commencent à être dans le rouge ou ceux qui sont dans le rouge? Je sais qu'on a vu une interview là, du président de Dijon, Olivier Delcourt, qui prévient, qui dit si rien n'est fait, on ne pourra pas repartir l'été prochain. Qu'est-ce qu'il en est? Et particulièrement, est-ce que tu as des infos sur le Racing, sur Lens? Ce qui est sûr, pour aller vraiment du général au particulier, en l'occurrence le RC Lens, ce qui est sûr, c'est que d'après la DNCG, là je vous cite les commentaires de la DNCG, un tiers des clubs professionnels français sont véritablement dans une situation inquiétante. Un tiers des clubs. Il y a un tiers des clubs qui disent très, très clairement, si on ne va pas au bout des droits TV et on ne trouve pas très rapidement un repreneur et donc on ne touche pas très rapidement les droits TV, si on a en plus la situation sanitaire qui détériore et le maintien des huis clos sur toute la saison, il va y avoir de très grandes difficultés pour un tiers des clubs. Ligue 1, Ligue 2 confondus. Hein. Je ne mets pas uniquement la Ligue 1, c'est vraiment les 40 clubs professionnels. Un tiers sont en danger, mais danger de court terme. L'autre tiers, c'est une inquiétude de plus ou moins long terme, sur 6 mois et 1 an. Et le dernier tiers, c'est les grands clubs suffisamment solides et stables. Quand je dis grands clubs, ce n'est pas en termes de taille ou de renommée, c'est vraiment en termes de stabilité et de modèle économique. C'est les clubs qui ont l'actionnaire tout-puissant qui peut renflouer, qui ont les fonds propres disponibles pour assurer en cas de dysfonctionnement, qui ont les actifs financiers comme les joueurs et l'effectif pour assurer en cas de dysfonctionnement et qui peuvent venir voir les choses si la situation venait à perdurer et à se détériorer. Ouais, alors, concrètement, Lens, on est où dans tout ça? Lens, c'est un cas particulier. Alors, je vérifiais par rapport à ton émission et je m'étais replongé dans les comptes de Lens. C'est un cas particulier parce qu'il a, d'après encore une fois les comptes des NCG, il présente des actifs plutôt élevés. Hein, je me le remets en tête, mais c'est plutôt élevé pour un club qui initialement vient de la Ligue 2, mais en tout cas qui jusqu'ici évolue en Ligue 2. Il y a quand même des actifs évalués à 85 millions d'euros, compte des NCG. Ce qui est assez énorme d'ailleurs, parce que tu prends des clubs de Ligue 1, Reims, Nîmes, Brest, Angers, c'est pas 85 millions d'euros. Qu'est-ce que tu veux dire, Pierre, par actif? Qu'est-ce qu'un actif? Il peut avoir les actifs incorporels et immatériels, ça peut être tout ce qui est fonds immobiliers, fonds actifs joueurs. Alors, en détail, je vais te les donner. Hein, c'est donc les immobilisations incorporelles, les indemnités de mutation, c'est les joueurs. Les créances sur les mutations de joueurs, c'est les ventes de joueurs échelonnées sur plusieurs saisons. Les immobilisations, c'est les fonds immobiliers. On a les actifs circulants, c'est toutes les traites qu'ils ont sur d'autres joueurs. Mais l'essentiel du RC Lens, c'est les autres immobilisations, donc le fonds immobilier, 62 millions d'euros. Ce qui est énorme. Parce que l'autre point à prendre en considération pour ce club, c'est que leur situation nette comptable n'est pas très bonne. La saison dernière, ils étaient en déficit. On avait un déficit de 11 millions d'euros. Ils avaient une très forte, c'est ce qui est malheureux pour vous, hein, c'est une très forte dépendance aux recettes billetterie. Puisque je prends encore une fois la saison dernière, donc c'est à prendre aussi en considération. On avait quasiment une égalité entre les recettes droits TV à 6 millions et les recettes billetterie à 5 millions 9. Donc la recette billetterie est très importante et mécaniquement, comme vous jouez à huis clos, vous avez des pertes sèches très importantes, quasiment 6 millions d'euros. Il y a des clubs de Ligue 1 qui sont à 3 à 4 millions d'euros de recettes billetterie. Pour eux, c'est risible. Vous, à Lens, on connaît d'ailleurs le public, c'est très important. Et comme vous jouez à huis clos, mécaniquement, vous n'avez pas ces recettes. C'est tout le paradoxe d'avoir un club qui a connu de la dette, qui a accumulé de la dette et de l'endettement, donc qui peut d'autant plus s'inquiéter vu la situation, mais qui à côté a des actifs, a des fonds propres, a des capacités. On va vendre Medina.
On va vendre Medina et on va te régler le problème de la billetterie. Enfin, ils vont vendre Medina. Il y a à la fois les actifs joueurs, tu as raison. Il y a aussi des actifs incorporels, donc ce qui est immobilier. Immobilier, c'est sûr qu'ils peuvent aussi solvabiliser la dette ou vendre carrément et se séparer d'actifs pour régler la situation. Ce qui va se passer, c'est que je ne peux pas croire que Lens fasse faillite, mais Lens devra mécaniquement s'imposer une cure d'austérité et de la rigueur parce que la situation est compliquée. Ce qu'on peut aussi rajouter par rapport à Lens, c'est que comme il avait été prévu avant la faillite de Mediapro, en mars dernier, il avait été voté au sein du conseil d'administration de la Ligue que les nouveaux droits TV, l'augmentation des droits TV issus du contrat Mediapro, donc on est passé de 748 millions d'euros à 1,153 milliard d'euros, il avait été prévu que l'augmentation de 700 à 1 milliard, le total de 400 millions d'euros de hausse, allait être intégralement égalitaire, strictement égalitaire. Que vous terminiez premier ou dernier, les clubs auraient touché la même somme d'argent, autrement dit 20 millions d'euros chacun, quelle que soit la place. Sachant cela, des clubs comme Lorient et Lens se sont dit banco, quoi qu'il arrive, quelle que soit la place, on a 20 millions d'euros, on va donc s'autoriser à faire des dépenses au mercato estival. C'est ce qu'a fait Lens. Lens a abondamment dépensé au mercato estival, se disant que de toute manière, il allait toucher 20 millions d'euros sur garantie qu'il termine premier, cinquième, dixième, peu importe. Le problème, c'est que ces millions-là, il ne va pas les voir. Ouais, c'est ça. Donc, il va devoir trouver une solution pour échelonner ses remboursements de transfert, parce qu'il avait véritablement dit, voilà, je comptabilise qu'à la fin de la saison, j'ai 20 millions en plus, donc je peux me permettre sur une saison de les payer à crédit pour les rembourser à posteriori. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne va pas les toucher. Il ne va pas les toucher, donc comment il va devoir faire? Après, c'est vrai que il va devoir emprunter, mais en tout cas, il va devoir se débarrasser de ce truc. Après, c'est vrai qu'avec... Je mettrai un peu de thunes. Franck, tu feras un petit chèque, s'il te plaît. Après, on a quand même la chance d'avoir un actionnaire qui a quand même des fonds. Alors après, c'est vrai que c'est depuis des années, depuis qu'il est arrivé à Lens, chaque année, c'est un réinvestissement. Mais il faut rappeler qu'avant, avec Jérémy Martel, quand il n'y avait plus rien, il n'y avait plus rien. Donc là, on a quand même un investisseur qui peut le faire. Et puis la chance aussi, c'est qu'il y a quand même des joueurs aussi qui ont vu leur valeur exploser. On parle de Medina, de Badé, qu'on a eu gratuitement. On offre à plus de 20 millions d'euros. Donc au final, il y a quand même une inquiétude qui peut être aussi légèrement évacuée dans le sens où on fait une saison sportive et on a des joueurs qui prennent aussi une valeur importante. Exactement, c'est pour ça que je ne mettrais pas dans la même catégorie Lens que dans celle de Nîmes. Alors, Bordeaux, c'est inquiétant aussi, mais voilà, mais des clubs, voilà, c'est vrai que Nîmes, Metz ou Angers sont inquiétés. Vous avez un actionnaire, vous avez des fonds propres, vous avez des actifs, vous avez des capitaux, vous avez certes une dette qui s'est accumulée dans le temps, mais je ne pense pas qu'on puisse d'ores et déjà envisager la faillite. Ouais. La faillite, c'est sûr, voilà, on a dit Bordeaux. Bordeaux, je suis extrêmement inquiet. Hein. Quand on entend d'ailleurs les investisseurs, enfin les propriétaires qui souhaiteraient le revendre à 100 millions d'euros, il faut arrêter de rêver, les gars. Là, en l'état actuel des choses, Bordeaux, c'est une coquille vide. Hein. Ça ne vaut plus rien. Pour toi, Pierre, c'est Bordeaux donc qui craint le plus. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres clubs qui sont vraiment dans le rouge. Je vois tous les clubs. Les trois plus importants à mon sens. Non, mais je fais une liste comme ça à racheter. Comme ça, Par exemple, tu prends les clubs qui sont le plus dépendants au droit TV. Reims, Nîmes et Angers. C'est à plus de 60%. Plus de 60% de leur budget. Nîmes, c'est 70%. Plus de 60% de leur budget est dépendant des droits TV. Si demain, on t'annonce que les droits TV sont divisés par 2, c'est potentiellement ton budget qui va être divisé pas par 2, mais en tout cas 60% pour atteindre de 50%. Donc c'est ici extrêmement impactant. Les mecs, ils ont cru avoir signé un contrat sur 4 ans, jusqu'en 2024. Ils disent c'est bon, banco, on peut prolonger les joueurs, on peut signer des contrats, on peut investir. Sauf que là, on va t'annoncer que tu vas très certainement passer de 1,153 milliard d'euros à 740 millions d'euros. Donc oui, là, c'est dangereux. Et en plus, tu rajoutes la crise sanitaire, les huis clos, les pertes marketing, les pertes commerciales, les pertes merchandising. Ah oui, effectivement, là, tu as des clubs qui sont comme ça. Hein. Ouais, c'est ça, c'est tout un ensemble de choses qui nous tombent dessus d'un seul coup. Parce que s'il y avait eu que les problèmes de droit télé, comme tu le disais à l'instant, effectivement, avec la billetterie, avec tout ça, surtout pour un club comme Lens, qui ferait guichet fermé en Ligue 1 sûr et certain, on n'aurait pas toutes ces inquiétudes. Et merci beaucoup. C'est de se faire piller par les clubs anglais. Hein. Comment ? C'est de se faire piller encore plus par les clubs anglais, parce que les autres pays ne vont pas forcément avoir ces mêmes problèmes de trésorerie.
avec les droits télé. Et du coup, eux vont avoir une capacité d'action sur le marché français en profitant de la faiblesse de certains clubs. Oui, mais avec le Brexit, il va falloir être international. Donc, voilà. oui. À la seule différence, c'est que là, maintenant, pour qu'un joueur français aille jouer en Angleterre, il faut qu'il obtienne un permis de travail. Exactement. Depuis le Brexit. Et pour obtenir un permis de travail, il faut 15 points. Les 15 points, déjà, en jouant en France, tu en as 12. Tu as 12 points si tu joues en France. Et les 3 supplémentaires, c'est soit tu es un international, soit tu as joué la Coupe d'Europe, soit c'est tout. Donc là, donc ça va changer la donne. Ça va changer la donne. Allez, merci beaucoup Pierre Rondeau, je le rappelle, économiste du sport. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Lance Foot. À très bientôt, c'était super intéressant. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Salut Pierre. Salut Pierre. Salut Pierre. Salut Pierre. Je voulais terminer cette émission avec un message d'un supporter, les copains. C'est Henri Saldodor qui dit sur Lance Foot, et j'aime beaucoup ce message. Qu'est-ce qu'elle fait du bien cette émission avec le couvre-feu, la distance des proches. Vous arrivez à nous faire marrer. En plus d'être intéressant et pertinent, eh bien vous mettez un peu de sourire sur les visages. Merci les gars. Je pense que ça, c'est la plus belle des récompenses. Ça vaut n'importe quel chiffre d'audience. Donc, merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Et puis, je vous invite bien évidemment à vous abonner à Lance Foot. Vous cliquez sur la petite cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant de tout. Puis, vous continuez à en parler autour de vous. Merci les copains. Ciao, bise. Tout ce que j'ai retenu, moi, c'est que je vais racheter Bordeaux. Toi, c'est le pinard. Toi, c'est les caves que tu vas acheter. Allez, salut à tous. Ciao. Ciao. Salut, ciao.